La première année de notre mariage, ma belle-mère m'a dit « Solène, il faut que tu t'habitues à l'ambiance de cette maison ». J'ai hoché la tête avec un sourire. La deuxième année de notre mariage, ma belle-mère a dit « Tu n'es même pas capable de donner un fils et tu oses encore manger à cette table. Comment peux-tu même avaler ta nourriture ?» La tête baissée, j'ai ravalé mes larmes, en même temps que mon repas. La troisième année de notre mariage, ma belle-mère a giflé ma fille de 2 ans, Inès, parce qu'elle n'arrivait pas à s'habiller seule, et son petit corps a été projeté dans le couloir. J'ai tourné la tête et regardé mon mari assis en silence sur le canapé. Il n'a même pas levé les yeux de son smartphone. Alors je me suis levée, je me suis approchée de lui et je l'ai giflé 3 fois en plein visage. Tu as 30 ans et tu ne sais même pas ouvrir la bouche. Il a porté la main à sa joue, les yeux ronds comme des soucoupes. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Avant de commencer la véritable histoire, veuillez vous abonner, cliquez sur le bouton « J'aime » et me dire dans les commentaires d'où vous écoutez ce podcast. Je vous souhaite à tous du bonheur où que vous soyez. Maintenant, détendez-vous et écoutez mon histoire. Le plateau tournant du micro-ondes s'est arrêté à 6h20 du matin dans la cuisine. 2 bips sourds ont résonné de manière particulièrement odieuse. Solène a ouvert la porte du micro-ondes. Un nuage de vapeur blanche a enveloppé son visage. Elle a sorti un bol en plastique orné d'un mignon petit ours. À l'intérieur, il y avait une demi-portion de bouillie pour bébé que sa fille de 2 ans, Inès, n'avait pas terminé la veille. Cuillère à la main debout, dans l'étroit passage entre l'évier et le réfrigérateur, Solène a mangé la bouillie tiède et restante, accompagnée de quelques tranches de cornichons d'un Tupperware. Sur la table de la salle à manger, le petit déjeuner pour 3 était déjà soigneusement dressé. À la place de sa belle-mère Martine, il y avait un bol de semoule au lait fraîchement préparé et 3 sortes d'accompagnements dans de petites assiettes en porcelaine. À la place de son mari Adrien, un grand bol de bouillie d'avoine fumante avec des baies. La porte de la chambre a grincé. Martine est sortie en pyjama de soie qui collait à ses rides. Sans même jeter un regard à sa belle-fille, debout dans un coin, elle s'est dirigée directement vers la table. Elle a tiré une chaise, mais ne s'est pas assise. Au lieu de cela, elle a tendu l'index de sa main droite et l'a fait glisser lentement le long du bord de la table en suivant le grain du bois. Martine a levé cet index et s'est figée. « Solène, commença-t-elle lentement, regarde toute cette poussière sur la table, mais que fais-tu de tes journées dans cet appartement ?» Solène a avalé la bouillie froide et a laissé le bol vide dans l'évier. Elle s'est retournée, a attrapé un chiffon en microfibre propre suspendu aux porte-serviettes, s'est approchée de la table, s'est penchée et a essuyé la poussière qui n'existait même pas. « Je suis désolée, Martine, je n'avais pas remarqué. » Le chiffon frottait contre la table en bois avec un léger grincement. Martine, debout derrière elle et regardant la nuque courbée de sa belle-fille, a soudainement lâché une phrase. « Ta mère t'a mariée sans même t'apprendre les bases du ménage. » La main de Solène tenant le chiffon s'est arrêtée au bord de la table. Sous l'effet d'une tension intense, ses jointures sont devenues blanches. Elle ne s'est pas redressée ni n'a répondu. Elle a simplement porté le chiffon à l'évier et a ouvert le robinet. L'eau froide a touché ses doigts et elle a regardé en silence l'eau courante laver les taches du chiffon jusqu'à ce qu'elle ferme le robinet. 8h30 du matin, il était temps d'aller à la crèche. Dans l'entrée sur le sol se trouvaient 2 minuscules chaussures. Sa fille Inès venait d'avoir 2 ans, l'âge où l'on veut tout faire soi-même, mais où tout ne se passe pas comme on le voudrait. Assise sur un petit tabouret près de la porte d'entrée, Inès, tenant une chaussette jaune dans une main, luttait pour l'enfiler sur son pied gauche potelé. Le talon s'est retrouvé sur le dessus de son pied. Solène, un manteau d'hiver à la main, s'est accroupie à côté d'elle et a observé les mouvements maladroits de sa fille. « Inès, tu dois pousser tes petits orteils jusqu'au bout. » Martine, maintenant habillée pour sortir, est sortie de la chambre, avec son sac à main, a jeté un coup d'œil à sa petite fille, assise par terre, et son regard s'est immédiatement fixé sur la chaussette à l'envers. Un petit rire moqueur s'est échappé de Martine. « Elle a déjà 2 ans et elle ne sait toujours pas distinguer l'endroit de l'envers d'une chaussette, » lança Martine en ajustant son sac à main. « Est-ce qu'elle a un problème dans sa tête ?» Le dos de Solène s'est tendu instantanément. Elle a serré plus fort le manteau d'hiver, le tissu se froissant dans son poing. Elle a levé la tête et, maîtrisant à peine sa voix, a dit « Martine, elle n'a que 2 ans. »
C'est tout à fait normal pour un enfant de 2 ans. Notre Adrien mettait déjà ses chaussures tout seul à 2 ans, l'interrompit sèchement Martine, et sans même les regarder, elle passa devant elle en direction de la porte. Elle a composé le code sur la serrure connectée, a poussé, la porte est sortie et l'a claqué de toutes ses forces. Bang! Le bruit sourd a résonné dans le couloir. Inès a sursauté, a tremblé et a laissé tomber la chaussette. Sa lèvre inférieure a tremblé et 2 secondes plus tard, elle a fondu en larmes. Solène a laissé tomber le manteau, s'est agenouillée sur le carrelage de l'entrée et a serré sa fille très fort dans ses bras. Elle a pressé son front contre le petit front d'Inès et lui a tapoté le dos en rythme avec sa paume. « C'est bon, tout va bien. Notre Inès est si intelligente, notre Inès l'a si bien mise toute seule. » Son regard était fixé sur la chaussette jaune à l'envers posée sur le sol, et ses yeux n'ont pas cligné une seule fois jusqu'à ce que sa vision devienne complètement floue. 21h, la serrure connectée de l'entrée a joué une mélodie, et le clic de la porte qui s'ouvre s'est fait entendre. Son mari Adrien a enlevé sa veste de costume et l'a jetée sur le meuble à chaussures dans le couloir. Il a retiré ses chaussures de ville en marchant sur le talon de l'une avec l'autre avant de glisser ses pieds dans ses chaussons. Solène est sortie de la salle de bain avec une serviette fraîchement lavée à la main. « Adrien, dit Solène en s'approchant du couloir, ta mère a encore dit aujourd'hui qu'Inès avait un problème dans sa tête. Elle n'a que 2 ans. Ne pourrais-tu pas parler à ta mère, Adrien ?» Tout en desserrant sa cravate, il n'a même pas levé la tête. « Maman s'inquiète juste pour la petite. C'est pour ça qu'elle dit ça. Ne le prends pas si à cœur. » Solène a fait un pas en avant. La serviette dans ses mains s'est tordue comme une corde. Ce n'est pas de l'inquiétude. Elle dit juste des choses horribles à notre fille. Et a soudainement crié Adrien, arrachant violemment sa cravate et tournant la tête. Des rides se sont formées sur son front à cause de l'irritation et les veines de son cou ont sailli. J'ai travaillé comme un chien toute la journée. Je rentre à la maison et je ne peux même pas me reposer en paix. Si maman dit quelque chose, laisse-le simplement entrer par une oreille et sortir par l'autre. Il n'a plus regardé sa femme. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur en acier inoxydable, a ouvert la porte, a sorti une canette de bière artisanale et s'est dirigé directement vers la chambre. La porte de la chambre s'est refermée violemment. Dans le couloir, à travers la porte bien fermée, le joyeux craquement et le sifflement d'une canette de bière qu'on ouvre sont parvenus aux oreilles de Solène, suivis par le son de rire en boîte d'une sitcom. Le plafonnier du couloir brillait faiblement. Solène a baissé la tête et a lentement desserré ses poings crispés. Sous les ongles de son index et de son majeur droit, il y avait encore la saleté brune et grasse qui s'était coincée 10 minutes plus tôt, alors qu'elle nettoyait les grilles du four. 23h30, le ciel nocturne de Paris, teinté par les lumières de la ville, avait une teinte orangée et trouble. Sur le balcon, la lumière était éteinte. Solène était assise sur une chaise de patio en plastique bancal et la chaise bon marché a émis un faible craquement en se pliant légèrement. Elle a baissé la luminosité de l'écran de son smartphone au minimum et a ouvert son application de notes. D'un geste habituel, elle a fait défiler vers le bas et a tapé sur le dossier nommé « Journal ». Créer une nouvelle note. 14 mars 2024. Belle-mère a dit qu'Inès a un problème dans sa tête. Adrien m'a dit de ne pas être si sensible. 47e fois. Après avoir tapé cette ligne, son doigt a plané un instant sur l'écran. Elle a fait défiler vers le haut. Les points densément tapés s'étiraient sans fin de 2022 à aujourd'hui. Plus de 30 pages et des centaines d'entrées. Son doigt défilait mécaniquement et à un rythme régulier sur l'écran. Au loin, une lumière rouge d'aviation clignotait sur le toit d'un gratte-ciel et la lueur rouge, traversant la vitre du balcon, se posait sur son visage, mais elle ne reflétait pas la moindre lueur d'émotion. Elle a ramené le curseur en bas, et le clavier est apparu. Combien de temps encore pourrais-je supporter ça ? Son pouce s'est arrêté sur le bouton de suppression. 3 secondes plus tard, elle a appuyé sur la touche retour arrière et a effacé la phrase lettre par lettre. Peu de temps après, l'écran de son smartphone est devenu noir. Samedi, le 62e anniversaire de sa belle-mère, Martine. À 10h, la sonnette a retenti. C'était sa belle-sœur Audrey. Dans ses mains fraîchement arrivées du centre-ville, elle portait une boîte de pâtisserie blanche nouée d'un ruban et d'un nœud, ainsi qu'une bouteille de champagne coûteux. C'était un gâteau célèbre d'un grand pâtissier qui nécessitait de faire la queue. Dès que la porte s'est ouverte, Audrey, ses talons claquant joyeusement sur le parquet,
est entrée sans hésiter, ne prêtant aucune attention à Solène qui rangeait les chaussons dans l'entrée. Elle s'est dirigée directement vers le salon. « Maman, joyeux anniversaire !» Audrey a posé le gâteau sur la table basse, a tourné la tête et a inspecté la cuisine. Solène se tenait devant la planche à découper tranchant une côte de bœuf pour un apéritif. Audrey s'est approchée de l'îlot de cuisine, a pointé la planche à découper et a lancé « Solène, pourquoi coupes-tu la viande si épaisse ? Tu ne sais pas que maman a mal aux dents !» La main de Solène tenant le couteau de chef est restée en suspens. La distance entre la lame et la planche à découper n'était pas plus d'1 centimètre. Elle a baissé le couteau et a répondu d'une voix calme « Compris, je vais la trancher à nouveau ?» Audrey n'est pas partie, cette fois elle a déplacé son regard vers Inès qui était assise sur le tapis du salon. Et qu'est-ce que c'est sur les vêtements d'Inès, une tache de jus change là. Elle aura l'air tellement négligée quand nous prendrons des photos plus tard. 13 heures. Le festin de célébration était si somptueusement dressé qu'il occupait la moitié de la salle à manger. La table débordait de travers de porc caramélisés d'une grande salade et de l'apéritif de côte de bœuf fraîchement coupée en tranches fines comme du papier. Adrien a attrapé une bouteille de vin rouge et a rempli le verre de Martine à ras-bord. Audrey, smartphone à la main, a balayé la table avec l'objectif de sa caméra et a babillé. « Maman, joyeux anniversaire ! Nous voilà à notre fête de famille à la maison. » Dans le coin supérieur droit de son écran, l'icône d'une diffusion en direct sur Instagram clignotait. Inès était assise dans sa chaise haute et devant elle se trouvait un petit bol à ventouse avec de la nourriture. Solène était assise à côté d'elle, tenant le bol de la main gauche et une petite cuillère en silicone de la droite, nourrissant sa fille de la purée cuillère par cuillère. Martine a bu 2 verres de vin d'affilée. Ses joues sont devenues rouges et elle a claqué son verre sur la table en verre. Son regard acéré a traversé la table et s'est fixé sur Inès. Inès, tendant la main vers la cuillère, a étiré son bras et 2 gouttes de soupe ont éclaboussé le bavoir qu'elle portait. Le visage de Martine s'est instantanément tordu. « Solène, tu n'apprends même pas à la petite à manger toute seule. Elle a déjà 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Solène a posé la cuillère à attraper une serviette et tout en essuyant la soupe de la poitrine d'Inès, a dit calmement « Martine, les enfants de 2 ans n'ont pas encore pleinement développé leur motricité fine. Il est donc naturel qu'ils renversent de la nourriture en utilisant une cuillère. »« C'est naturel !» Martine a brusquement levé la tête et a haussé la voix si fort que cela a couvert le son de la télévision. « J'ai élevé 2 enfants et je n'en ai jamais vu un aussi maladroit. De qui tient-elle ça ? Ça ne viendrait pas de ton côté, Solène. De ta génétique ?» Solène s'est mordu violemment la lèvre inférieure. Elle a senti le goût salé et métallique du sang dans sa bouche. Elle n'a pas répondu. Inès, assise dans la chaise haute, a sursauté au cri des adultes. La petite main qu'elle avait posée sur le bord du plateau a tremblé et a accidentellement heurté le bol de nourriture devant elle. Splash! Le bol de soupe à moitié mangé s'est renversé et le liquide brun s'est répandu sur la nappe, dégoulinant sur le sol. Le pied d'une chaise a grincé de manière stridente contre le parquet. Un son de déchirement dur a rempli l'air. Martine s'est levée d'un bond, a contourné la table et s'est jetée sur la chaise haute. Au lieu de ramasser le bol renversé, elle a attrapé Inès par sa fragile épaule et a arraché de force la fillette de 2 ans de sa chaise. « Regarde ça !» a crié Martine pointant du doigt la soupe renversée sur le sol des postillons volant sur le visage d'Inès. Elle ne sait pas tenir sa nourriture, elle ne sait pas s'habiller. Qu'est-ce que tu sais faire ? Inès, suspendue dans les airs, a ouvert grand les yeux, de terreur pure, incapable même de pleurer. Retenant son souffle, Martine a levé la main droite. Clac ! Un son horriblement fort a résonné dans le salon et sur la joue gauche d'Inès. L'empreinte nette d'une paume était clairement marquée. La tête de la fillette de 2 ans a été violemment projetée sur le côté et son cou s'est plié de manière anormale. Quelques mèches de cheveux fins se sont collées à son visage. Inès a été stupéfaite pendant 2 secondes, puis a pris une profonde inspiration du fond de ses poumons et a éclaté en sanglots à perdre haleine. Sur cette petite joue gauche, l'empreinte de la main d'une femme adulte a gonflé jusqu'à devenir d'un pourpre profond. L'air dans le salon s'est instantanément figé. Les pupilles de Solène, assise sur sa chaise, se sont contractées à leur limite absolue. Elle a vu la marque rouge et nette sur la joue de sa fille, et elle a vu sa fille crier de terreur tendant les 2 bras vers elle. Elle a déplacé son regard. Son mari Adrien était assis à sa place. Sa main droite tenait toujours ses couverts, et un morceau de viande qu'il avait piqué était suspendu en l'air.
Il a regardé dans cette direction, la bouche à moitié ouverte, mais pas un seul mot n'est sorti de sa gorge. Sa belle-sœur Audrey a rapidement retiré son smartphone de la table du salon, l'a caché dessous et a rapidement appuyé sur son pouce contre l'écran pour mettre fin à la diffusion en direct. Solène s'est lentement levée de son siège. Elle n'a pas immédiatement couru pour serrer sa fille en pleurs dans ses bras. Elle s'est retournée, a poussé sa chaise de côté et a fait deux pas vers son mari Adrien. Voyant sa femme s'approcher, a finalement baissé les couverts suspendus en l'air. Le morceau de viande est tombé dans son assiette. Il a dégluti difficilement et a bougé les lèvres. « Maman est juste... Il n'a pas pu finir sa phrase. Clac. La main droite de Solène a dessiné un arc immense dans l'air et sa paume a frappé la joue gauche d'Adrien avec une vitesse terrifiante. La tête d'Adrien a basculé brusquement sur le côté. Les lunettes posées sur l'arête de son nez ont volé, atterrissant directement dans le bol de soupe devant lui. Le bouillon rouge a éclaboussé la table, tachant le chemisier en soie coûteux d'Audrey. Il était stupéfait, sa tête tournait, ses oreilles bourdonnaient et son cou s'est bloqué incapable de tourner avant qu'il ne puisse comprendre la situation. Clac, clac. La deuxième et la troisième gifle ont suivi l'une après l'autre, un coup direct puis un revers. À chaque coup, elle mettait tout le poids de son épaule. La joue de l'homme a commencé à enfler visiblement. Un silence de mort régnait dans le salon. Les seuls sons étaient les claquements impitoyables de la chair, frappant la chair et les pleurs sans fin d'Inès. Solène est restée immobile regardant son mari qui se tenait la joue, la fixant avec des yeux exorbités. Sa poitrine se soulevait de haut en bas avec agitation, mais sa voix était aussi froide que la fine couche de glace sur un lac en hiver. Tu as 30 ans et tu ne sais même pas ouvrir la bouche. Tu as 30 ans et tu ne peux pas protéger ta femme et ta fille. Elle a fait un pas de plus vers lui, dominant l'homme recroquevillé sur sa chaise, comme si elle allait l'écraser. Selon les standards de ta mère, un déchet comme toi devrait être battu aussi, n'est-ce pas ? As-tu perdu la tête ? A hurlé Martine d'une voix perçante. Elle a laissé tomber Inès et s'est jetée sur Solène comme une possédée. Comment oses-tu frapper mon fils ? Comment oses-tu ? Elle a tendu les deux bras, ses longs ongles en acrylique visant directement les cheveux de Solène. Solène n'a même pas tourné la tête, elle a simplement baissé légèrement l'épaule et a fait un demi-pas vers la gauche. Martine, qui s'était lancée en l'air, a perdu l'équilibre et s'est écrasée contre la table. Ses hanches ont heurté durement le bord et son bras agité a balayé la boîte de pâtisserie de la table basse. Le gâteau, celui pour lequel il prétendait avoir fait la queue pendant des heures, s'est complètement retourné. Le glaçage blanc et la garniture au chocolat ont éclaboussé le sol, recouvrant sans pitié les chaussons de Martine, et Martine, se tenant le bas du dos de douleur, s'est effondrée par terre. Audrey s'est levée de table et a pointé un doigt vers Solène. « Solène, là, tu dépasses les bornes, tu ne trouves pas. » Dans aucune famille, une belle-fille ne fait une crise pareille chez la famille de son mari. Solène n'a regardé ni sa belle-mère allongée par terre, ni son mari se tenant la joue, ni sa belle-sœur furieuse. Elle s'est retournée, s'est approchée d'Inès, qui pleurait encore, et s'est accroupie avec une tendresse née des profondeurs de son cœur. Elle a pris sa fille dans ses bras, a doucement entouré la joue, avec l'empreinte rouge, et a pressé la tête de la petite fille contre son cou. Elle s'est redressée et s'est dirigée vers l'entrée. D'une main, elle tenait l'enfant en sécurité, et de l'autre, elle a attrapé un sac en toile posé sur le meuble à chaussures. Elle a tourné la tête et a fixé du regard le salon dévasté et les trois personnes figées comme des statues. La voix de Solène était basse, mais chaque mot qu'elle prononçait s'enfonçait dans le sol comme un clou d'acier. À partir d'aujourd'hui, si quiconque pose un doigt sur ma fille, je lui brise les bras. La porte a claqué derrière elle. Clic. Le son du verrou se fermant a résonné. Un taxi jaune filait à toute allure dans les rues du quartier. Solène tenait fermement Inès d'un bras, tandis que son autre main agrippait la poignée de la portière du taxi jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. 15 minutes plus tard, le taxi s'est arrêté devant une clinique pédiatrique d'urgence. Dans la salle d'examen, un médecin âgé aux cheveux gris a ajusté ses loupes et a examiné la marque rouge et nette sur la joue gauche d'Inès.
La fillette de 2 ans sanglotait toujours, s'agrippant au col de la chemise de sa mère, comme à une bouée de sauvetage refusant de lâcher prise. Comment est-ce arrivé ? A demandé le médecin en fronçant les sourcils, un stylo à la main. Elle a été frappée par sa propre grand-mère. Dans la voix de Solène, assise sur la chaise, il n'y avait aucune émotion. S'il vous plaît, écrivez tout dans le rapport exactement comme c'est. Traumatisme contondant des tissus mous du visage. Le stylo du médecin planant au-dessus du dossier s'est arrêté. Il a regardé maladroitement Solène, puis la petite fille. Si c'est un conflit familial et que c'est enregistré, écrivez-le exactement comme je vous l'ai dit. Solène a regardé le médecin droit dans les yeux sans reculer d'un pouce. Le médecin a soupiré brièvement et a abaissé la pointe de son stylo sur le papier. 10 minutes plus tard, Solène est sortie de la salle d'examen avec un certificat médical officiel, tamponné par la clinique. Debout sous les néons du couloir, elle a sorti son smartphone et a pris une photo s'assurant que tout le rapport était clairement lisible. Elle a ouvert une application de coffre-fort photo cachée sur son téléphone et a entré le code. La photo a été sauvegardée avec succès. Dans cet album, la photo du certificat médical n'était pas la première. C'était la numéro 38. Dans les 37 photos précédentes, il y avait des marques de pincement inexplicables sur l'avant-bras d'Inès, un bleu sur le tibia de Solène suite à un coup de pied que sa belle-mère lui avait donné dans un accès de colère en faisant la vaisselle les morceaux brisés d'un vase qu'Adrien avait cassé en étant ivre et d'innombrables captures d'écran de SMS abusifs. 20 heures. Une chambre dans une colocation à 800 € par mois dans le quartier de Belleville. La chambre faisait à peine 10 mètres carrés. Si l'on retirait le lit simple et le minuscule bureau, il n'y avait même pas la place de se retourner. Le papier peint était déjà jauni par le temps. Solène a allongé Inès sur le lit, lui a enlevé son manteau d'hiver et l'a couverte d'une fine couverture. Inès avait cessé de pleurer, mais de temps en temps, elle frissonnait, agrippant l'ourlet du pull en tricot de Solène des 2 mains, comme une ligne de vie refusant de lâcher prise. Solène s'est assise sur le bord du lit et a tapoté le dos de sa fille. De son autre main, elle a sorti un vieil ordinateur portable argenté de son sac. C'était l'ordinateur qu'elle utilisait avant de se marier. Quand ils se sont mariés, Adrien l'avait grondé, disant qu'il prenait juste de la place. Alors elle l'avait caché chez sa mère et ne l'avait récupéré que récemment en secret. D'une main, elle a ouvert l'écran et a appuyé sur le bouton d'alimentation. La lueur de l'écran a illuminé la pièce exiguë. Elle s'est connectée au faible Wi-Fi de l'appartement, a ouvert le navigateur et s'est rendue sur un site d'aide juridique gratuit. Dans la barre de recherche, elle a tapé calmement d'une main « Grand-mère frappe petite fille ». Est-il possible de demander une ordonnance de protection pour maltraitance infantile en France ? Elle a appuyé sur Entrée. Le premier résultat qui est apparu était un article de la loi française. Les yeux de Solène se sont fixés sur les lettres en gras sur le moniteur. En vertu du droit français et des directives de l'aide sociale à l'enfance ASE, toute personne peut signaler des actes de violence physique contre un mineur à la police ou aux services sociaux. Elle a fait un raccourci clavier, a pris une capture d'écran de la page entière et a enregistré la photo sur son bureau. Le smartphone sur la table de chevet s'est soudainement allumé. La vibration a retenti sèchement, comme une perceuse électrique, dans la pièce silencieuse. Solène a pris le téléphone et a désactivé la vibration. Le nom Adrien est apparu à l'écran. De 21h à 1h du matin, le nombre d'appels manqués n'a cessé d'augmenter. 47 appels. L'écran de verrouillage était inondé de SMS non lus. Où es-tu en ce moment ? Sais-tu que la tension de maman a grimpé et qu'elle s'est évanouie ? Maintenant, elle ne peut même plus sortir du lit. Où as-tu emmené Inès ? Il est tard. Reviens immédiatement. Solène, parlons. J'ai dépassé les bornes aujourd'hui. Le dernier message est arrivé à 1h23 du matin. Si tu ne reviens pas tout de suite, je considérerai que tu as abandonné cette famille. Solène, adossée au dossier de la chaise à la peinture écaillée, a regardé fixement cette dernière ligne. Lentement, les coins de ses lèvres se sont relevés, formant un arc. Elle a souri. C'était le sourire le plus complet et le plus sincère en 3 ans de mariage. Elle a appuyé simultanément sur les boutons d'alimentation et de volume. Elle a pris des captures d'écran de chaque SMS sans en manquer un seul et les a sauvegardés. Puis elle a ouvert la zone de saisie de texte et a tapé sa première et dernière réponse de la nuit.
Je viens de terminer ma déposition pour maltraitance infantile au commissariat. Attendez la convocation pour toi et ta mère. » Elle a appuyé sur « Envoyer ». Dès que la notification de livraison a retenti, elle est allée directement dans les paramètres de ses contacts sans hésitation et a ajouté le numéro d'Adrien à la liste des numéros bloqués. Le lendemain, à 9h, Solène se tenait dans une ruelle étroite à l'extérieur de l'immeuble passant un appel téléphonique. La personne qui a répondu était Camille, une ancienne camarade d'université. Elle était maintenant une avocate renommée en droit de la famille dans un cabinet près du palais de justice avec la réputation d'être la plus impitoyable. « Camille, c'est moi !» Pendant 10 minutes, Solène, sans y mêler une goutte d'émotion, a raconté sèchement ce qui s'était passé la veille et la liste des preuves qu'elle avait en sa possession. À l'autre bout du fil, Camille a gardé un lourd silence pendant 5 secondes. « Solène, la voix de Camille est devenue glaciale. Peux-tu m'envoyer toutes les preuves que tu as tout de suite ? Je te les envoie maintenant. » Solène a minimisé l'écran d'appel, a ouvert une application de messagerie sécurisée et a envoyé un dossier compressé contenant les 38 photos de rapport, les captures d'écran et le journal de 47 pages exporté de l'application de notes en PDF. 10 minutes après avoir raccroché un message de Camille, est arrivé. C'est plus que suffisant, largement. Je commence la requête en divorce et la plainte pénale pour maltraitance infantile cet après-midi. Un deuxième message est apparu immédiatement. Au fait, as-tu des preuves que ce type cachait des biens matrimoniaux ? Il n'y a aucune chance qu'un fils à maman comme ça ne détournait pas d'argent vers sa mère. Solène, fixant l'écran, a rapidement tapé une réponse. Chaque mois, il virait 300 € à sa mère, sous prétexte d'argent de poche. Il a pris cet argent du compte joint que nous avions ouvert pour payer le crédit de l'appartement. J'ai des captures d'écran des relevés bancaires des 3 dernières années. La réponse de Camille n'a même pas pris une seconde. Parfait, on va lui faire rembourser jusqu'au dernier centime. Solène, regardant les mots apparaître à l'écran, on va lui faire rembourser jusqu'au dernier centime, a doucement fermé l'ordinateur portable. La pièce est redevenue sombre et seule la lumière d'un lampadaire filtrant par la fenêtre illuminait faiblement le bord du lit simple. En tournant la tête, elle a vu Inès, couverte par la couverture, dormant d'une respiration régulière. Ses 2 mains serraient encore fermement l'ourlet de son pull. Solène s'est allongée à côté de sa fille et a fermé les yeux en silence. L'appel de la police est arrivé le matin du 3e jour. Un banc devant un bac à fleurs dans un vieil immeuble, plusieurs femmes âgées du quartier étaient assises ensemble, profitant du soleil. La belle-mère Martine, portant un chemisier à fleurs rouges foncées, qu'elle réservait habituellement pour sortir, tenait un récipient en plastique transparent. À l'intérieur, il y avait des tranches de pommes prêtes à être mangées. Elle a piqué un morceau de pomme avec un cure-dent et l'a offert à Anna, qui vivait au 102. Notre Adrien, vous savez, est pressenti pour une promotion à son travail. Sourit Martine, plissant une masse de peau autour de ses yeux. Hier, il voulait changer mon réfrigérateur. Il disait que l'ancien était trop petit, mais je l'en ai dissuadé. Pourquoi s'embêter alors que nous ne sommes que 3 ? Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, son smartphone a sonné dans son sac à main. Martine a posé le récipient en plastique sur le banc, a sorti un mouchoir, s'est essuyé les mains et a sorti le téléphone. Un numéro de téléphone fixe local qu'elle n'avait jamais vu de sa vie clignotait à l'écran. « Allô ?» répondit Martine avec cette voix douce et polie caractéristique qu'elle utilisait pour les étrangers. À l'autre bout, la voix sèche d'un jeune homme retentit. « Bonjour, suis-je bien au téléphone avec Madame Martine ? » « Oui, c'est moi. Excusez-moi qui est à l'appareil. Je vous appelle de la brigade de protection de la famille du commissariat de police de Paris. Nous vous contactons au sujet d'une plainte déposée pour des allégations de violences domestiques sur mineurs. Vous devez vous présenter au commissariat ce vendredi à 10h pour faire une déposition. » La main de Martine tenant le smartphone s'est figée en l'air. Son expression polie s'est glacée en moins d'1 seconde. Anna, mâchant une pomme à côté d'elle, la regarda avec confusion. Le commissariat... La voix de Martine a monté involontairement, mais elle l'a immédiatement réprimée et a jeté un rapide coup d'œil à sa voisine. « De quelle bêtise parlez-vous ? Quelle violence ? Vous avez fait une erreur de numéro. » La convocation officielle a déjà été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à votre domicile.
La voix à l'autre bout du fil était professionnelle et complètement dénuée d'émotion. Solène a déposé une plainte en joignant un certificat médical et des preuves photographiques. Nous vous prions de vous présenter à l'heure indiquée. Le défaut de comparution sans motif légitime pourrait entraîner un mandat d'arrêt. L'appel s'est déconnecté. Seule une tonalité a résonné dans le récepteur. Anna, le visage plein de curiosité, s'est penchée. « Martine, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle police? Pourquoi es-tu devenue si pâle ?» Les mains de Martine tremblaient. Elle a fourré le téléphone dans son sac à main, mais comme elle était si nerveuse, ses mouvements étaient incroyablement maladroits. Elle a forcé les coins de sa bouche à former un sourire non naturel et laid. « Rien, rien. Il y a tellement d'arnaqueurs au téléphone de nos jours. Ils appellent en se faisant passer pour la police. Ils se sont trompés de numéro. » Elle s'est levée de son siège, oubliant même de prendre le récipient en plastique. « Je monte. Je dois commencer la soupe. Continuez à discuter, mesdames. » Martine s'est précipitée dans le hall de l'immeuble comme si elle fuyait. Dès que la porte du hall s'est refermée, le sourire qu'elle avait forcé s'est effondré. Et à sa place est venue une sévère vague de vertige provoquée par une fureur extrême. Arrivant à la porte de son appartement et composant le code, elle l'a ouverte brusquement. Son mari Adrien avait pris sa journée. Il était assis sur le canapé du salon en pyjama, la tête baissée, tripotant son téléphone, et devant lui sur la table basse se trouvait un plat à emporter à moitié mangé. En voyant sa mère entrer, il n'a même pas levé les yeux. « Maman, le téléphone de Solène est toujours éteint. Où diable cette femme est-elle allée ?» Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Martine a marché droit vers la table basse. Elle a attrapé le plat à emporter rempli de sauce rouge à 2 mains et l'a projeté de toutes ses forces contre l'écran de la télévision. La sauce rouge et la nourriture ont explosé contre l'écran noir et ont éclaboussé le sol. Adrien a sauté du canapé de terreur et le smartphone qu'il tenait est tombé sur le tapis. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Martine s'est brisée en un cri et un son est sorti de sa gorge qui ressemblait au rugissement d'un animal acculé. Elle a porté plainte, elle est allée voir les flics, elle a appelé la police pour qu'ils viennent m'emmener. Adrien, fixant la nourriture renversée sur le sol, s'est figé. Une plainte? Quelle plainte? La police m'a appelé en disant que j'ai frappé la petite, que j'ai enfreint une loi. Martine, ses jambes flageolants, s'est effondrée sur le canapé, agrippant fermement le tissu, tout en respirant lourdement. Qu'y a-t-il de mal à discipliner ma propre petite fille une fois? Y a-t-il eu un seul jour où je ne t'ai pas donné la fessée aussi, quand je t'élevais? Dans quelle maison un enfant grandit-il sans une claque? De quel droit m'appelle-t-elle la police? A-t-elle complètement perdu la tête? Adrien a ouvert la bouche, mais il n'a pu produire aucun son. C'est seulement alors que la réalité l'a frappé cette nuit-là, il y a 3 jours, lorsque sa femme a pris leur fille et est partie. Elle n'était pas simplement allée chez sa mère en boudant comme les autres fois. 15 heures. Un quartier populaire en périphérie de la ville, au bout d'une rue étroite en pente, se trouvait un petit pressing tenu par Simone. L'espace était petit et une odeur persistante de produits chimiques agressifs et de vapeur flottait dans l'air. Une machine à laver ronronnait doucement en arrière-plan. Simone, 58 ans, avec un tablier délavé noué autour de sa taille, se tenait devant la table à repasser, maniant un lourd fer industriel et projetant de la vapeur blanche à haute pression sur une chemise d'homme. La cloche de la porte a tinté. Adrien est entré portant le même costume qu'il n'avait pas quitté depuis 3 jours, le visage émacié par l'épuisement. Il avait des cernes sombres sous les yeux et une barbe naissante négligée sur la mâchoire. « Madame Simone !» appela-t-il d'une voix suppliante depuis le seuil. La main de Simone tenant le fer s'est arrêtée. La vapeur chaude s'est lentement dissipée dans l'air. Elle n'a pas tourné la tête ni posé le fer. Elle a seulement regardé du coin de l'œil l'homme sur le seuil. Il n'y avait pas de chaise supplémentaire dans la boutique. Simone n'a rien dit et ne semblait pas avoir l'intention de l'inviter à s'asseoir. Adrien, déglutissant difficilement, a fait un pas en avant. « Madame Simone, Solène est ici, n'est-ce pas? Son téléphone tombe directement sur la messagerie. Ma mère a reçu un appel de la police aujourd'hui. Elle a eu si peur que sa tension a grimpé et maintenant, elle ne peut même plus sortir du lit. Pourriez-vous demander à Solène de sortir? Asseyons-nous comme une famille et parlons de tout ça calmement. » Simone s'est finalement retournée à poser le fer sur son support en métal, s'est dirigée vers un coin et a attrapé une perche en aluminium qu'ils utilisaient pour attraper les vêtements suspendus en hauteur. «
Tenant cette perche, elle s'est avancée vers la porte de la boutique, barrant le passage à Adrien, en abaissant la perche en travers du seuil. « Dehors !» La voix de Simone était basse, mais résolue comme si elle ciselait chaque mot. Adrien avait l'air déconcerté. « Madame Simone, que faites-vous ? C'est moi, Adrien. Les mariages ont des disputes, mais cette fois Solène a vraiment appelé les flics. C'est allé trop loin. S'il vous plaît, raisonnez là. J'ai dit dehors. » Simone, mettant du poids dans ses poignets, a poussé la perche en aluminium directement contre la poitrine d'Adrien et l'a fait reculer d'un pas. Adrien a tendu la main à la hâte et a essayé de repousser la perche. « Madame Simone, ma mère s'est vraiment évanouie. Comment une femme âgée est-elle censée supporter un choc pareil ?»« Votre mère ne peut pas supporter un choc, » ricana Simone. Elle n'a pas retiré la perche. Elle l'a serrée plus fort. Ses mains rugueuses et rouges à cause des années passées à repasser des vêtements tremblaient légèrement. « Adrien, sais-tu que depuis 3 ans que ma fille t'a épousé et a emménagé chez vous après avoir accouché. Elle a perdu 10 kilos. » Les mouvements d'Adrien se sont arrêtés. Il a regardé dans les yeux de sa belle-mère. Dans ses yeux, il n'y avait pas une once de l'indulgence qu'un aîné montre à un plus jeune, seulement de la haine pure. Elle avait des mains qui tapaient dans une maison d'édition. Avant-hier, quand elle est venue chercher son ordinateur, j'ai vu ses mains. Elle avait de la crasse noire sous les ongles et le dos de ses mains était couvert de crevasses à cause du liquide vaisselle. L'as-tu jamais remarqué ? Balbutia Adrien. As-tu vu cette empreinte de main sur le visage de ma petite fille ? La voix de Simone tremblait, mais elle a refoulé ses larmes. La joue gauche de cette fillette de 2 ans était enflée comme un ballon. Et toi, à ce moment-là, tu étais assis juste là à la table, à regarder toute la scène de tes propres yeux. Qu'as-tu fait ? Le regard d'Adrien est tombé au sol. Je parlerai à ma mère pour que ça ne se reproduise plus. Parler de quoi ? Simone lui a piqué la poitrine 3 fois avec la perche. Tu marmonnes ces mêmes mots de ta sale bouche depuis 3 ans. Depuis le premier jour où Solène a mis les pieds chez vous, tu as répété ces mots comme un perroquet. Ma fille a noté chaque promesse vide que tu as faite dans un carnet. Peux-tu imaginer l'épaisseur de ce carnet ? Simone a pris une profonde inspiration et a frappé la perche en métal contre le sol en béton avec un claquement sec. Tu es pire qu'un chien. Si un chiot est maltraité, sa mère montrera les dents et mordra. Mais toi, tu t'es caché derrière ta maman en buvant de la bière et en regardant la télé. Elle a pointé la rue. Retourne dire à ta mère. Solène n'est pas ici. Nous avons engagé la meilleure avocate de la ville. On se verra au tribunal. Adrien a essayé d'ouvrir à nouveau la bouche, mais Simone a immédiatement tiré la chaîne pour abaisser à mi-hauteur le rideau de sécurité métallique. Le grincement strident du métal raclant le métal a noyé toutes ses excuses. Il n'a eu d'autre choix que de rester là, hébété, au milieu de la rue grise, regardant la porte de la boutique se refermer hermétiquement. 2 mois plus tard, l'air dans le couloir du palais de justice sentait la cire distinctive des vieux bâtiments gouvernementaux. Les portes de la salle d'audience étaient bien fermées. Solène était assise sur un banc en bois. Elle portait un chemisier beige modeste, les cheveux soigneusement tirés en arrière. À côté d'elle, l'avocate Camille tenait un épais classeur noir sur ses genoux. La porte s'est ouverte et un huissier a appelé leur nom. La salle d'audience était petite et bien que l'éclairage soit vif, elle semblait nettement froide. Une juge d'une 50aine d'années, portant des lunettes en écailles de tortue à motif léopard, examinait une pile de documents sur son bureau. Adrien et son avocat étaient assis à la table adverse. Adrien avait l'air beaucoup plus hagard qu'il y a 2 mois. Son costume était froissé et il était assis sur sa chaise, les épaules voûtées par habitude. Le procès est entré dans la phase de présentation des preuves. Camille s'est levée et a présenté les 47 pages de journal, 36 photographies de blessures, le certificat médical et des copies de centaines de captures d'écran de SMS. Le bruit du papier que l'on tourne résonnait clairement dans la salle silencieuse. La juge a commencé à parcourir les pièces déposées. Pendant 3 minutes, un lourd silence a régné dans la salle d'audience. Les yeux de la juge allaient et venaient sans cesse entre les photos et les entrées du journal. L'avocat d'Adrien s'est raclé la gorge, s'est levé et a rompu le silence.
Madame la juge, concernant ces photographies et journaux soumis par la demanderesse, la défense estime qu'il y a un certain degré d'exagération. La mère du défendeur à l'époque n'a administré qu'une légère réprimande physique à des fins disciplinaires parce que l'enfant a renversé de la soupe chaude. C'est une méthode parentale courante compte tenu de notre dynamique familiale. De plus, le défendeur, en tant que mari, a constamment cherché à maintenir la paix dans le foyer. La juge a levé la main droite, coupant courte au discours de l'avocat. Elle a enlevé ses lunettes et les a posées sur le bureau, l'expression de la juge fixant de manière perçante. L'avocat de la défense de l'autre côté de la salle était très calme, mais dans ce calme se trouvait la froide sévérité de quelqu'un qui avait traité le droit de la famille pendant des années. « Maître, » commença la juge, sa voix était basse, mais chaque mot était clair. Croyez-vous vraiment que frapper une fillette de 2 ans au visage de toutes ses forces provoquant une contusion qui nécessite un certificat médical est une méthode parentale courante dans n'importe quelle famille ? L'avocat d'Adrien a bougé les lèvres, mais n'a pu formuler aucune réponse. Je vous suggère, lorsque vous vous adressez à mon tribunal, de faire preuve d'un meilleur jugement. La juge a remis ses lunettes et a reporté son regard sur les documents. Si telle est la conception du défendeur de l'éducation des enfants, ce tribunal nourrit de sérieux doutes quant à la capacité cognitive de base du défendeur à élever un enfant. Adrien, assis sur sa chaise, a profondément baissé la tête, touchant presque la table. Camille n'a laissé aucune marge de manœuvre à l'opposition. Elle a sorti un autre document de son classeur. Madame la juge, en plus d'établir la partie fautive pour la dissolution du mariage, nous souhaitons présenter des preuves supplémentaires de la dissimulation de biens matrimoniaux. Camille a soumis une pile de relevés bancaires tamponnés par l'institution au cours des 36 derniers mois. Le défendeur Adrien le dit de chaque mois, c'est-à-dire le lendemain de la réception de son salaire, a viré exactement 300 € du compte joint ouvert avec la demanderesse pour payer leur crédit immobilier directement sur le compte personnel de sa mère Martine. Dans le libellé du virement, il était toujours indiqué « argent de poche pour maman ». Le montant total de ces virements s'élève à 10 800 €. La demanderesse ignorait totalement ce fait et le défendeur n'a jamais consulté la demanderesse à aucun moment. La demanderesse exige la restitution intégrale de ses biens matrimoniaux que le défendeur s'est unilatéralement appropriés pendant le mariage. Adrien a relevé brusquement la tête et, incapable de croire ce qu'il entendait, a fixé la pile de relevés bancaires. Il était fermement convaincu que Solène ne vérifierait jamais l'historique des transactions de ce compte. Il a tourné la tête et a regardé Solène. Solène, assise à sa table, gardait le dos parfaitement droit. Elle ne regardait pas Adrien. Son regard restait fixé uniquement sur le banc du juge. L'audience s'est terminée. Dans le couloir, Solène, serrant son sac en toile rempli de documents, se dirigeait vers les ascenseurs. Adrien est sorti en courant de la salle d'audience après elle. Ses chaussures de ville claquaient de manière chaotique contre le linoléum. « Solène !» Il l'a rattrapée près de l'ascenseur et a tendu la main, essayant de lui attraper le bras. Solène s'est arrêtée, s'est retournée et a fixé sa main du regard. Adrien, lisant la signification derrière ce regard, a rapidement retiré sa main et s'est figé, la laissant planer maladroitement dans les airs. « Solène !» Les veines au coin de ses yeux avaient éclaté et sa voix tremblait comme s'il suppliait. « Parlons une dernière fois. Abandonne le procès. Je reconnais tous les relevés bancaires, je récupérerai l'argent, je ferai en sorte que maman s'excuse auprès de toi. Juste ne divorçons pas, Inès ne devrait pas grandir sans père. » Solène a regardé fixement l'homme en face d'elle. Elle a soudainement réalisé qu'elle ne pouvait même pas se souvenir de la raison pour laquelle elle l'avait épousé en premier lieu, Adrien. Sa voix était aussi légère que si elle demandait la météo. Adrien, décelant une lueur d'espoir dans ce ton calme, a immédiatement fait un pas en avant. « Je t'écoute. Je ferai tout ce que tu demanderas. » Sais-tu quel est le jouet préféré d'Inès ? Adrien s'est complètement figé. Son cerveau tournait frénétiquement, essayant d'extraire un seul fragment de mémoire des 2 dernières années. Bégayant, il a commencé cet ours musical. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'avait jamais acheté un seul jouet à sa fille, ni n'avait jamais joué avec elle sur le tapis du salon pendant ne serait-ce que 10 minutes. Solène l'a regardé droit dans les yeux. C'est un lapin en peluche rose avec une oreille tombante. Il n'y avait ni haut ni bas dans le ton de Solène. Inès ne peut s'endormir qu'en serrant ce lapin chaque nuit. Avant de dormir, elle borde le lapin avec une couverture. Et sais-tu quel nom Inès a donné à cette peluche, Papa Lapin ?
Au bout du couloir, une fenêtre était entr'ouverte et une rafale de vent lourd du début de l'été parisien est entrée, parce que son vrai papa ne l'a pas serré dans ses bras pour l'endormir une seule fois. Solène s'est retournée et est entrée dans l'ascenseur grand ouvert. Les portes de l'ascenseur se sont lentement refermées, coupant Adrien de sa vue. Il est resté complètement paralysé, comme si des poids de plomb avaient été attachés à ses pieds. Les gens qui passaient dans le couloir regardaient avec confusion l'homme debout, hébété près des ascenseurs. Se couvrant le visage des deux mains, il s'est lentement effondré sur le sol. Le même après-midi, dans un spa médical de luxe d'un quartier prestigieux, la belle-sœur Audrey était assise sur une chaise derrière le bureau de la réception et, profitant du manque de clients, laissait une note vocale sur son téléphone. Elle venait d'apprendre que sa belle-sœur n'avait pas seulement demandé le divorce, mais était aussi allée voir les flics et avait exigé le remboursement des 10 800 €. « Maman, ne t'énerve pas comme ça. Prends soin de ta santé », siffla Audrey à travers ses dents serrées en regardant l'écran de son smartphone. Cette femme est complètement psychotique. Non seulement elle a fait des crises à la maison, mais elle a poussé sa belle-mère et l'a fait tomber. Et maintenant, elle va voir les flics et ment sous serment pour obtenir une pension alimentaire. Les femmes comme elle sont un cancer pour la société. Même après avoir envoyé la note vocale, le sang d'Audrey bouillait. Elle a changé d'écran et s'est connectée à un compte anonyme sur un forum. En fouillant un peu, elle a trouvé un ancien collègue de Solène avec qui elle avait échangé des coordonnées lors d'une fête d'entreprise. Grâce à ce lien, elle a infiltré une conversation de groupe où les anciens collègues de la maison d'édition de Solène traînaient. Ses doigts ont volé frénétiquement sur le clavier, tapant un message dans le chat. Et les gars, savez-vous quel genre de personne est vraiment Solène ? C'est une psychopathe. Non seulement elle a maltraité sa belle-mère à la maison, mais elle l'a poussée et l'a fait tomber. Et maintenant, elle est allée à la police et ment pour obtenir une pension alimentaire. Les femmes comme ça sont un cancer pour la société. En regardant le texte apparaître, Audrey a ricané avec dédain et a posé le smartphone face contre le comptoir. Elle se fichait que ce soit vrai ou non. Elle voulait juste détruire la vie de la femme qui avait provoqué une dépression nerveuse à sa mère. 10 minutes plus tard, dans un café près du tribunal, le smartphone de Solène a vibré. C'était une notification d'une application de messagerie. Le texte avait été envoyé par un ancien collègue, un directeur artistique de son ancienne maison d'édition. En pièce jointe du message se trouvait une capture d'écran montrant le message malveillant qu'Audrey avait posté dans le groupe de discussion. Le collègue a laissé une note. « Solène, une personne inconnue, s'est introduite dans notre ancien groupe de discussion et a posté ça. T'est-il arrivé quelque chose récemment ? Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. » Solène a longuement regardé la capture d'écran. Même si la photo de profil de ce compte n'était qu'une simple photo de paysage générique, Solène a su immédiatement que les lettres après le nom d'utilisateur épelaient le nom du chat d'Audrey. Après avoir sauvegardé la capture d'écran, elle l'a immédiatement transmise à son avocate Camille, qui était assise en face d'elle à la table. Camille a ouvert son téléphone, a jeté un rapide coup d'œil et, prenant son café glacé, a bu une gorgée. Les glaçons ont cliqueté à l'intérieur du gobelet en plastique. Je me demandais justement comment donner une leçon à cette belle sœur. Camille a posé le gobelet affichant un sourire froid dépourvu de toute chaleur. Parfait. Nous ajouterons une plainte civile pour diffamation en ligne et atteinte à la vie privée. Juste ce dont j'avais besoin. 3 mois plus tard, l'automne est arrivé à Paris, le jugement du tribunal a été signifié par courrier recommandé. Solène, accompagnée de son avocate Camille, a examiné l'épais document dans le bureau du cabinet. La décision civile était limpide. Divorce prononcé. L'autorité parentale exclusive et la résidence habituelle de l'enfant Inès sont attribuées à la demanderesse Solène. Le défendeur Adrien doit verser 500 € de pension alimentaire le 10 de chaque mois jusqu'à la majorité de l'enfant. Les biens matrimoniaux de 10 800 € dissimulés sans consentement pendant le mariage doivent être restitués en totalité dans les 30 jours, suivant la date à laquelle le jugement devient définitif. Dans la section sur l'attribution des torts, il était clairement indiqué « Le tribunal estime que le mariage a subi une rupture irrémédiable en raison des actions violentes des membres de la famille du défendeur et de la complaisance prolongée du défendeur. » Le défendeur Adrien a été condamné à verser à la demanderesse 10 000 € pour préjudice moral. Parallèlement, la condamnation pénale a été prononcée sur la base de preuves accablantes et de la nature malveillante du crime.
Martine a été condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour maltraitance infantile. De plus, elle a été condamnée à suivre un stage obligatoire de 40 heures sur la prévention de la violence domestique et la gestion de la colère. Pour diffamation en ligne, sur la base de preuves irréfutables comme les captures d'écran, Audrey a été condamnée à une amende de 2000 €. Si elle ne payait pas l'amende, ses biens seraient soumis à une saisie. Le même jour, dans le salon du vieil appartement, Martine s'est effondrée sur le sol, s'appuyant contre le canapé. Sur la table basse se trouvait l'avis judiciaire, où les mots étaient clairement imprimés. 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Tout son corps tremblait comme une feuille. Elle, qui n'avait jamais mis les pieds dans un commissariat de sa vie, qui se donnait des airs de personne âgée, cultivée et chic parmi ses voisins, avait maintenant un casier judiciaire. En plus de cela, elle devrait se rendre dans un centre social et s'asseoir dans la même pièce que de vrais délinquants pendant 40 heures à écouter des conférences. 2 semaines après que le jugement soit devenu définitif un jeudi soir, Solène était dans son nouvel appartement en train de lire une histoire à Inès pour l'endormir. L'écran du smartphone sur la table de chevet s'est allumé, une séquence de chiffres familières est apparue sur l'écran. Elle n'avait pas le contact enregistré, mais elle savait de qui il s'agissait. Après avoir réfléchi un instant, elle a appuyé sur le bouton de réponse et a porté le téléphone à son oreille. À l'autre bout du fil, aucun mot n'a été prononcé. Pendant 30 bonnes secondes, il n'y a eu qu'une respiration lourde et saccadée. Bientôt, les sanglots étouffés d'un homme adulte se sont fait entendre. « Solène !» La voix d'Adrien était terriblement rauque, comme s'il avait avalé du sable. « J'ai fait un rêve. Je me suis endormie sur le canapé et j'ai fait un rêve. » Solène ne l'a pas interrompu. Inès courait portant ce petit manteau jaune. Elle courait vers moi souriant, m'appelant papa et me demandant de la prendre dans mes bras. Et j'ai tendu les bras, mais peu importe mes efforts, je ne pouvais pas la serrer. J'ai ouvert les yeux et j'étais seule à la maison. Il n'y avait rien dans le salon. L'air frais de la nuit parisienne semblait émaner des 2 extrémités de la ligne téléphonique. Solène, regardant sa fille dormir paisiblement, a tendu la main et a bien bordé la couverture autour d'elle. Adrien, sa voix était toujours calme. Ce n'était pas un rêve, c'est ce que tu aurais pu faire chaque jour pendant les 2 dernières années, quand tu rentrais du travail et que tu ouvrais la porte d'entrée. Les pleurs à l'autre bout du fil se sont arrêtés brusquement. Mais à chaque fois, tu préférais prendre une canette de bière dans le frigo, aller dans ta chambre et fermer la porte. Solène a éloigné le téléphone de son oreille et sans hésitation a appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel. Elle a ouvert son historique d'appel, a trouvé ce numéro, a glissé vers la gauche, a tapé sur l'icône des paramètres et a cliqué sur « Supprimer le contact ». Ce n'était pas un blocage. Bloquer signifiait que cette personne existait encore dans un coin sombre de son monde, occupant au moins un peu de mémoire système. Supprimer signifiait qu'elle avait physiquement et définitivement effacé de son monde toutes les traces qui l'avaient liée à cette personne au cours des 3 dernières années. 6 mois plus tard, un petit appartement de 2 pièces avec un balcon dans le quartier de Gambetta pour 1 500 € par mois. La superficie était petite, mais grâce au balcon exposé au sud, une lumière chaude du soleil entrait toute la matinée. Solène a payé la caution avec les dommages et intérêts pour préjudice moral et les fonds récupérés. Elle a trouvé un nouvel emploi dans une petite maison d'édition indépendante. Le salaire était légèrement inférieur à avant, mais ses horaires de travail étaient garantis, ce qui était parfait pour aller chercher Inès à la crèche. Un samedi matin, le parquet du salon était réchauffé par les rayons du soleil. Inès était assise par terre tenant une paire de chaussettes mignonnes avec des motifs de fraises. Les doigts de la fillette de 3 ans étaient beaucoup plus agiles qu'auparavant, mais enfiler des chaussettes était toujours une tâche compliquée. Inès a tourné la chaussette dans tous les sens, a poussé ses orteils. La couture du talon s'est retrouvée sur le dessus de son pied, mais la chaussette ne voulait pas passer sa cheville. Inès a froncé les sourcils, a fait la moue et une expression de frustration est apparue sur son visage. Solène n'a pas couru l'aider comme avant. Adossée au canapé avec une tasse de thé chaud à la main, elle a regardé en silence la noble lutte de sa fille. 3 minutes ont passé. Le petit visage d'Inès est devenu rouge à force de tirer si fort sur le bord de la chaussette. Finalement, la chaussette a glissé sur son talon. Même si la couture était décalée sur le côté de son pied, elle a réussi à la mettre toute seule. Inès a relevé brusquement la tête. Avec des yeux brillants et des dents de lait à moitié poussées, elle a affiché le sourire le plus radieux du monde. Maman Inès l'a mise toute seule.
Solène a posé sa tasse de thé. Elle a glissé lentement du canapé et s'est assise en tailleur sur le sol. Elle a tendu la main et a caressé les cheveux doux de sa fille. La lumière du soleil se posait doucement sur le visage d'Inès. Cette horrible empreinte de main rouge qui avait été marquée sur sa joue gauche avait disparu sans laisser de traces, et à sa place, il n'y avait qu'une joue potelée et pâle de tout petit. Oui, la voix de Solène tremblait légèrement. Notre Inès est si intelligente, elle a fait le meilleur travail de tous. Une larme est tombée sur le parquet, mais les coins des lèvres de Solène étaient magnifiquement relevés, formant un arc. Et encore 1 an plus tard, les premières neiges sont tombées sur Paris. Dans une petite casserole, dans la cuisine, un agréable bruit de bulles se faisait entendre. Solène réchauffait du lait pour Inès avant de dormir. Elle a déverrouillé son téléphone posé sur le comptoir de la cuisine. Dans la conversation de groupe avec ses anciens collègues de la maison d'édition de Nouveaux Messages, apparaissait rapidement. Quelqu'un a posté un message. Et tout le monde dans cette grande entreprise où travaille Adrien, ils ont commencé des licenciements massifs à cause de l'économie. On dit que la semaine dernière, il a fait partie de la liste des départs volontaires et qu'il cherche maintenant désespérément un emploi partout. En dessous, suivait la réponse d'une autre personne. La belle-sœur folle est encore plus pathétique. Tous les mensonges et la diffamation qu'elle a publiés en ligne ont été révélés quand elle a été condamnée à une amende. Le directeur de ce spa de luxe du centre-ville l'a renvoyée sur le champ, disant qu'elle ruinait l'image de la clinique. Les dames riches du centre sont super pointilleuses sur ce genre de choses. Un autre message est apparu. Un de mes parents qui vit dans cet immeuble dit que tout le quartier a découvert que la belle-mère suit des cours de prévention de la violence domestique. Maintenant même, les mamies du club des aînés l'évitent comme la peste et elle a tellement honte qu'elle ne sort même plus de chez elle. Solène a regardé calmement les mots qui défilaient sur l'écran. La vapeur blanche qui montait de la casserole de lait brouillait légèrement sa vision. Elle n'a transmis ce message à personne. Elle n'a pas laissé de commentaires, n'a même pas bougé un seul muscle de son visage. Elle a calmement appuyé sur le bouton de verrouillage et a mis le téléphone de côté. Ces gens, toutes les horreurs qui lui étaient arrivées dans cette maison, n'étaient maintenant que des nouvelles d'une planète lointaine et inconnue. Elle ne provoquait pas la moindre brise dans son monde. Elle a éteint le feu et a versé le lait chaud dans une tasse avec un joli lapin dessus. En marchant de la cuisine au salon, son regard s'est arrêté sur la porte d'un vieux réfrigérateur d'occasion. Là, maintenu par 2 aimants ronds, pendait précairement un morceau de papier ramené de la crèche, plein de lignes tordues et grossières. C'était un dessin d'enfant innocent et sincère, fait au crayon de cire. Au centre de la page, il y avait une grande personne et une très petite personne dessinée. Leurs doigts en bâton se tenaient fermement la main. Dans un coin de la page griffonnée maladroitement au crayon noir, se trouvait le mot « maman » et un dessin de cœur. Il n'y avait pas de 3e personne. Solène, serrant la tasse de lait chaud à 2 mains, s'est tenue devant le frigo et a longuement regardé le dessin. Dehors, par la fenêtre du balcon, les premières neiges sur Paris tombaient silencieusement sur son sanctuaire complet et unique pour 2. Elle a éteint la lumière de la cuisine et s'est dirigée vers la chambre d'où une lumière vive brillait.